Juste un tout petit mot pour introduire l'animateur de la première table ronde. Donc, il s'agit de Franck Debouc. Je pense que tout le monde maintenant le connaît puisqu'il a joué un rôle prépondérant pour les assises l'année passée de Nice. C'est lui qui nous a aidés à bâtir le plan d'action de Nice, dont on va parler. Et donc, Franck Debouc, centralien, enfin, directeur de l'école centrale de Lyon, mais surtout un grand expert en France, un des plus grands experts de la sécurité en France, et qui nous aide depuis le début à la fois à construire ce plan d'action et puis surtout à le mettre en œuvre. Donc merci à Franck Debouc de continuer à nous accompagner et on va lui laisser donc la main pour allez, feu flamme. Animer cette table ronde. Ah oui, on sent qu'il est chaud aussi là. Il a le sourire, c'est déjà pas mal, merci. Et tu vois, t'as de la chance, tu te fais applaudir déjà, t'as rien dit, c'est bien. Hein. Bon. Eh bien, un grand merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, d'accord, la parité chez les guides n'est pas encore assurée, mais il paraît que c'est sur la bonne voie. Donc j'espère que dans quelques années, il y aura autant de dames que de messieurs sur les aspects sécurité. Au niveau d'abord, merci. L'année dernière, effectivement, je remercie Christian Jacquier qui fait un travail que personnellement, je trouve remarquable. Enfin, c'est lui et toute son équipe. Hein, je vous l'ai déjà dit à Nice. Hein, je pense que la profession des guides de haute montagne prend le problème par le bon bout, hein, avec l'ensemble des parties prenantes et pas regarder le problème de la sécurité sur un seul angle, mais sur l'ensemble des facettes des aspects sécurité. Et que ce soit aussi bien la formation initiale, la formation continue, le retour d'expérience, les bonnes pratiques, la sécurité des pratiquants. Enfin, tout l'ordre du jour aujourd'hui, il y a tout, y compris même à Nice. J'ai été surpris qu'on avait attaqué déjà par le côté punitif, ça avait refroidi un peu la salle, mais c'est aussi un des bouts du dispositif, donc même si je ne suis pas toujours d'accord sur l'utilisation du punitif, sachant qu'il n'y a aucun guide, ce que je vous disais à Nice, qui a envie de vivre un accident. Alors maintenant, réduction des risques, vous l'avez tous dit, vous êtes tous convaincus quand on relit les chiffres. Est-ce qu'en France on peut faire mieux? La réponse elle est oui. Oui. Ensuite, vous avez décidé à Nice que cette réponse particulièrement a été partagée et que oui, on peut faire mieux, on va faire mieux ensemble. Et vous avez décidé d'un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il y a beaucoup de choses. Et on va parler de formation continue, de retour d'expérience, on va parler de partage d'informations avec les WhatsApp, les GRIMS. On va parler des usages locaux. Donc toute la table ronde, je vais inviter les amis à me rejoindre. Donc il y a Dorian qui est là. Donc Dorian nous parlera entre autres des usages locaux et plein de choses, dont le GRIMS. Il doit y avoir Alain qui va démarrer la table ronde, Alain Duclos, donc tous deux guides, et Alain est en plus expert en avalanche. Et d'ailleurs Greg qui ne doit pas être bien loin, parce qu'en général quand il y a Alain, il y a Greg à côté. Voilà, donc merci Greg. Donc François Marcini, que tout le monde connaît, qui va nous parler de bonnes pratiques sécurité. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à partager avec vous. Didier Voiry, qui va nous parler de formation continue. Donc un très grand merci donc à tous les intervenants. Alors on a 1 heure, donc c'est pas mon téléphone mais c'est ma montre. Je ne sais pas si je vais la regarder. Est-ce qu'à 10h25 ? D'accord. Donc je pensais qu'on devait rattraper déjà les 10 minutes sur notre groupe, mais non, c'est parfait. Donc on essaiera d'être... de laisser chacun bien s'exprimer sur chacun de son domaine. Et puis, s'il nous reste quelques minutes avant la fin de l'heure, on pourra avoir un échange avec la salle. Alors, avant tout, pour démarrer, je propose de laisser la parole à Alain. Juste, François, si tu peux me mettre en route les 2 autres petits micros. Ok, bonjour à tous. Clémence, on change l'écran. Voilà. En effet, voilà, Alain Duclos, je suis guide aussi et j'étais chargé par le syndicat d'aider la communauté à réduire nos accidents parce qu'en effet, à Nice l'an dernier, la première présentation, c'était trop de morts. Et comment on fait? Effectivement, sous l'impulsion de Franck, on a poursuivi l'action qui avait déjà été commencée, c'est-à-dire à recenser nos accidents scrupuleusement. C'est quelque chose qu'on fait depuis 25 ans, mais qui jusqu'à l'an dernier était quand même plutôt sous le sceau du secret. C'est-à-dire qu'on enregistrait nos accidents, mais on privilégiait un peu le traitement judiciaire sous le sceau du secret. Et c'est ce qui a changé l'an dernier. On s'est dit, voilà, on change tout ça, on fait une base de données, on la rend publique, on tient les guides au courant. Alors ce que je voudrais présenter, c'est là où on en est aujourd'hui, beaucoup plus sur la méthode que sur les résultats. Et je m'étais dit, tiens, là, je vais m'adresser effectivement à nos invités.
mais aussi à mes partenaires guides, les guides qui sont sur le terrain tous les jours, nos élus, pour qu'on ait tous bien compris ce de quoi on parle et ce vers où l'on va. Donc l'idée est d'avoir une vue d'ensemble pour dire qu'à partir de collecte d'événements, on s'achemine vers des alertes, exploitation quantitative et qualitative, qui sont des processus différents. Alors donc, voilà, le plan rétexte, c'est de ça que je vais essayer de parler. Et dans ce plan rétexte, il y a d'abord l'aspect collecte d'informations, collecte d'événements. Alors, événements, c'est important parce que il est assez clair pour nous maintenant qu'un incident, un accident, un presque accident, ce sont les mêmes précurseurs, ce sont les mêmes situations, et il faut pas forcément traiter tout ça de la même façon, mais en fait, ça a lieu d'être dans la même base de données. En ce qui concerne ces retours d'expérience, on a conçu, développé un système à partir d'un téléphone, c'est-à-dire que n'importe quel guide peut chaque jour, à la moindre, dire tiens, oh là j'ai eu chaud, ou là c'est intéressant, c'est une expérience à partager. Sur le téléphone, ça va très vite. Et où ça s'est passé, c'est un doigt sur une carte, et tout ça marche très bien. En ce qui concerne les déclarations d'accident, là aussi il y a un énorme travail de fait pour enregistrer au mieux ce qui se passe lorsque malheureusement il y a un accident, que ce soit bénin ou au pire des cas mortel. Et une difficulté aussi, c'est-à-dire de faire un outil dans lequel à la fois on enregistre nos données, mais qu'on soit aussi raccord avec ce qui existait avant. Et tout ça, ça a l'air de rien, mais on a pris les choses à bras le corps et on veut traiter tous ces problèmes qui ne nous embêtent pas par la suite. Et depuis quelques jours, là, puisqu'on y travaille toujours, il y a un import automatique qui se fait chaque jour à minuit, depuis la base déclaration d'accident vers la grosse base générale, où il y a aussi les rétex. Et c'est ce qui nous permet, eh bien, en temps réel, quasiment, de savoir à travers le monde quels incidents, quels accidents on a. Alors là aussi, il faut qu'on complète nos 4300 accidents pour qu'ils soient géolocalisés et qu'on ait enfin un bon panorama de ce qui se passe à droite ou à gauche, si je puis dire. Alors, l'application immédiate, c'est les alertes. Donc ça fonctionne déjà très bien. C'est-à-dire qu'à partir de... Il s'est passé ça, il y a eu une chute de bloc ici, il y a eu accident d'avalanche là, paf, on est capable de faire des alertes. C'est ce qu'on pratique sur la liste des guides. Avalanche, accident, changements radicaux de conditions. Depuis que cette démarche est en route, on s'aperçoit aussi que, en fait, on manque parfois un peu de réactivité par rapport à des changements de conditions. Des pentes raides qui étaient en très, très bonnes conditions de ski, brutalement, vont passer en neige dure et brutalement vont donner lieu à des accidents. Donc, entre guillemets, il y en a, celui qui ouvre le bal, ma foi, paye très cher. Mais c'est dommage que ça se reproduise. C'est ce qu'on veut éviter. C'est ce que dit Franck. Quand il y a un accident et qu'après, les gens qui disent « Ah, je le savais », c'est ça qu'on veut éviter, quoi. Je le savais, on le dit. Donc ça, c'est la première application. La seconde application de ce système, c'est l'exploitation quantitative. Et ça passe donc par c'est quantitatif, ça passe par des systèmes automatiques. Et le but, justement, donc là, on a tous les ans depuis 2003, avec nos accidents mortels. Donc, et puis par activité, alors tout ça, c'est en ligne. Et c'est toujours fabuleux, mais ça marche. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis en ligne sur notre base de données. Et donc, c'est dynamique. Hein. Effectivement, on a plus que le regret, on a la douleur d'avoir eu recensé 7 accidents mortels en 2019. C'est un petit peu moins qu'en 2018, mais c'est beaucoup trop. Ça, c'est l'extrême. Et puis, par contre, si on regarde les accidents sans gravité, là, on en a plus que 22, plus que l'an dernier, 13, et beaucoup plus qu'année d'avant. Et ça, c'est la démarche rétex, retour d'expérience. Il n'y a pas de gravité, mais on le fait quand même. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un point de vue global, à la fois sur nos accidents, puis par activité, ceci, cela. Et je dirais que l'objectif... Ah non, pardon. L'objectif, c'est que ce système automatique fasse tout. C'est-à-dire qu'on n'ait plus à s'embêter avec des calculs, et ça. Et s'il faut refaire des calculs, c'est que le système doit être amélioré pour qu'il les fasse tout seul.
Même si aujourd'hui, là on en est, ce système nous permet déjà de faire des bilans, etc. Ça, c'était le côté quantitatif. Et puis, alors là, on est plus novice, hein, c'est dans l'exploitation qualitative. Et donc, grâce à ce système, on a des données. Hein, donc, je crois l'avoir dit, on a du matériel, on a du matos. Hein, c'est-à-dire, on a quand même 4387 événements enregistrés, dont 176 cette année. Donc, ça fait vraiment, vraiment de la donnée. Et depuis qu'on a les enregistrements en ligne, on découvre ce qu'on n'aurait pas imaginé. Alors là, ce qui est important, c'est pas le texte, bien que vous puissiez le lire, c'est l'onglet là. L'onglet là, il montre quoi? Il montre qu'en fait, du texte, il y en a des pages et des pages. Ça veut dire que nous, les guides, quand on a un incident, souvent, on a besoin, on a envie de raconter, et c'est terriblement intéressant. Et puis, avec ce système de recueil d'expériences, d'observations, on a la chance d'avoir tous les guides donc, qui ont du texte. Et puis là, ce qui est important, c'est ici, c'est qu'avec notre système, on peut rentrer des photos. Et un guide qui a eu un presque accident, qui s'est peut-être fait peur, il est capable de raconter en détail ce qui s'est passé. Et il le fait, et c'est terriblement intéressant. Alors, le problème, en fait, c'est comment exploiter tout ça. Parce que, justement... Vous le savez tous, hein, je parle aux guides, je parle aux formateurs, on est terriblement le jouet des facteurs humains, des biais cognitifs. C'est pas le tout de l'enseigner. Ce qu'il faut, c'est en prendre conscience et du coup se méfier des conclusions, des déductions qu'on fait intuitivement d'un accident. Et ce que nous apprend Franck à travers la méthode Orion, c'est qu'il faut être justement très, très systématique, très rigoureux. Et sa méthode, déjà nous dit que c'est pas pour déterminer la responsabilité. Donc là, on en est au traitement de nos données, hein, d'accord. Il nous joint ce schéma qu'on connaît, qui est que normalement, pour un accident majeur, il y a davantage d'accidents, encore davantage d'incidents. Nous, malheureusement, on est assez peu enclin à raconter nos incidents, même si une fois qu'on s'y met, là, on se lâche et c'est le bonheur. Et c'est pour ça qu'en fait, on a une base d'accidents majeurs qui est bien plus fournie qu'une base d'incidents. On espère inverser la tendance, bien sûr. Ceci dit, quand il y a accident majeur, et là je salue les enquêteurs qui sont dans la salle, parce qu'en cas d'accident majeur, il y a cet énorme matériel qui est le fruit des enquêtes des officiers de police judiciaire qui nous fournissent des informations que nous, on est parfois, enfin en tout cas, non, presque toujours pas capable de recueillir en totalité. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a plusieurs familles de facteurs à explorer, dont effectivement environnement, organisation, technique et aussi facteurs humains, bien entendu, mais ce n'est qu'un des facteurs. Et là, on est sur le système de base de formation de Franck, qui dit que pour un fait qui est ici donc pris dans le milieu médical, il y a des tas de causes, il y a énormément de causes. Et donc on est très très loin de la recherche de responsabilité, en tout cas pénale, mais au contraire d'une responsabilité tout à fait collective. Et c'est bien là qu'on cherche à aller. Alors sur la méthode, voilà, il ne suffit pas de lire un texte, 2 textes, 10 textes, et dire « Ah, moi je pense que la raison de nos pépins, c'est ça. » Non, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. On choisit arbitrairement, on peut le dire, hein, on choisit arbitrairement 1, 2, 3, 4 accidents, et celui-là, on le décortique. On le décortique, on essaie d'avoir les faits décrits très précisément, quelle date, quelle heure. Et puis, ces faits, ce qui présente a priori un écart par rapport à la pratique normale qui aurait permis d'éviter l'incident. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme facteur contributif, facteur influent, action corrective, pas 50, celles qu'on croit pouvoir être rendues applicables. Et puis enfin, qui est responsable de la mise en place des actions correctives? Et donc ce système, on l'a utilisé sur un accident pour ma part, un incident qu'a traité Greg, et on a appliqué la méthode. Et c'est dur, c'est long, c'est compliqué de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et puis une fois qu'on a compris ce qui s'est passé, eh bien, et pourquoi ça s'est passé mal comme ça, et donc on est dans les facteurs de Franck avec les facteurs contributifs, influents, actions correctives, métiers ou entités. Et c'est cette méthode qui nous permet d'arriver, pour les 2 cas qu'on a traités, à 3 actions correctives. Tiens,
il semble qu'un guide qui se fait prendre, des fois, il n'a pas bien identifié les facteurs qui étaient dangereux, et donc il lui faut des bases claires, ou en tout cas aussi claires que possible. Une bricole dont on va parler tout à l'heure, qui est utiliser un outil de formation, enfin même pas, utiliser des données en fait qui sont disponibles qu'on n'utilise pas, et puis des concepts un peu plus généraux qui sont le concept de prudence. C'est-à-dire que, résultat, c'est quoi? Donc j'ai pris 2 exemples, hein, ouais, qui valent ce qu'ils valent, je sais pas, mais que j'ai pensé pour être illustratif. Il se trouve qu'en France, on a l'immense chance, en France, hein, d'avoir une carte de localisation des phénomènes d'avalanche. Alors l'histoire est intéressante. C'est-à-dire que quand ça a été conçu par CMAGREF à l'époque, IRSTEA maintenant, en 70, ça fait un moment, je ne peux même plus calculer, en tout cas pas maintenant, ça fait longtemps, il était écrit que cette CLPA n'était pas à l'usage des montagnards. Et effectivement, elle était dure à trouver, ci et ça. Mais n'empêche, à chaque fois qu'il y a une procédure judiciaire avalanche, la CLPA, elle sort. Et non seulement elle est dans les procédures judiciaires, mais maintenant elle est extrêmement facilement accessible sur Internet. Géoportail. Géoportail, c'est le pire en C. Et en 2 mots, c'est un exemple qui n'est pas anodin. Si l'objectif, c'est juste de se déplacer en montagne, de faire éventuellement du dénivelé, voire d'évaluer des gens, il est quand même extrêmement dommage d'aller dans un coin comme ça, où on le comprend, les enveloppes mauves représentent des avalanches, plutôt que dans un coin comme ça, où, encore une fois, il y a tout le matériel nécessaire pour faire ce qu'on voulait. Bref. Et donc cette CLPA, elle est pour l'instant pas enseignée, et dans la légende, il n'y a toujours pas l'usage des montagnards. Et peut-être qu'on peut changer ça, juste sur l'expérience de quelques accidents. Et puis sur l'histoire, méthode pour mieux cibler les paramètres et prendre de meilleures décisions, effectivement, ça nous a incité à poursuivre la démarche vers ces méthodes de vigilance encadrée, où on cible très bien, les paramètres à identifier. Et pour dire que sur un incident, on va jusqu'à une action corrective, voilà, parce qu'on a pensé être dans le bon chemin, paf, incident, souvent des paramètres mal identifiés, une méthode qu'on développe avec l'université, notamment avec l'ENSA aussi, hop, sortent aujourd'hui 6000 stickers à coller sur ces skis pour que nous, nos clients, disent « Ah tiens, sur ce paramètre-là, peut-être qu'il y a un regard particulier à porter ». Et à partir de ces paramètres, je terminerai avec ça, qu'on soit bien capable d'être clair sur nos concepts de prudence et sur une démarche générale, cette question de réduire le risque ou non, de dire est-ce que j'ai le choix entre 2 itinéraires, un qui est sécurité, un qui est moins sécurité, pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre, ou sur un choix qui, d'évidence, présente un danger, est-ce que je peux réduire ce danger ou non? Et l'idée est vraiment de se poser les questions. C'est un exemple, juste un exemple de possibilités d'amélioration de nos démarches et de nos sécurités sur la base d'outils développés et de méthodes éprouvées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça revient tout seul, je crois. Voilà, donc, je remercie Alain sur sa présentation. Je voulais juste préciser par rapport aux outils d'analyse. Il y a plusieurs outils d'analyse, et se valent tous. La difficulté n'est pas l'outil, Orion est un outil simple, mais la difficulté d'une analyse, c'est de vouloir prendre le temps d'analyser un événement, et ça prend du temps, ce que dit très bien Alain, c'est-à-dire on rentre dedans et on ne s'arrête pas aux premières causes, c'est parce que, non, il faut une démarche rigoureuse. Et la deuxième chose, il faut vraiment un très très bon scénario, quelle que soit la méthode que vous utiliserez, et Orion va très bien, n'importe laquelle, c'est toujours basé de la même manière, c'est comprendre exactement le scénario de l'événement, identifier les écarts, ce qui a été très bien mis. Ensuite, là, il faut être curieux. Donc, la première phase, c'est il faut d'abord être exhaustif, il faut être Saint Thomas, il faut vraiment regarder et questionner les personnes qui étaient impliquées, pas dire je pense que, non, c'est qu'est-ce qu'a pensé le client, qu'est-ce qu'a pensé le guide, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été décidé, ça c'est vraiment du factuel. Ensuite, déterminer les causes, et là, il faut être curieux.
D'accord. Et pas s'arrêter au premier pourquoi. Ce qu'on a bien vu avec la slide qu'a présenté Alain, hein, c'est la fameuse Marguerite. Là. Et pourquoi du pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de formation. Et pourquoi il n'y a pas eu de formation, hein? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais pourquoi? Il faut remonter un peu et là, on va trouver les vraies causes. D'accord. Alors, c'est important ou pas le temps, enfin, ça peut y avoir des tas de raisons. Donc, et ensuite, ce qu'a très très bien dit Alain, je pense que c'est là-dessus, à la fin de sa conclusion, qu'il faut que vous ayez tous bien conscience. Quand on analyse un événement, qu'on trouve des causes, on va trouver des propositions d'action corrective, et toute l'énergie, elle est là-dessus, sur cette dernière phase, c'est comment on met en œuvre l'action corrective. D'accord. Ce que disait très bien Alain, ne vous retrouvez pas demain avec un accident, on dit, ben, on le savait, mais on n'a pas fait. D'accord. Donc je pense que c'est là la plus grande difficulté de tout système de retour d'expérience, c'est la mise en œuvre de l'action corrective qui devrait être partagée. Vous avez un métier compliqué parce que vous êtes tous indépendants. Donc c'est comment je m'approprie une recommandation, pour pas dire, c'est pas, je veux dire ça peut être une norme, mais on va voir ça juste après. Alors merci la parole maintenant. Il est important aussi que vous avez une communauté dans laquelle vous êtes tous séparés. Et donc quand on est dans une entreprise, on peut tous se trouver autour d'une machine à café pour échanger les bonnes pratiques de la journée. Mais comment on fait quand on est tous séparés? Bonjour, voilà, ça marche. Donc moi c'est Greg Coupa. Je vais vous parler de, oui, effectivement, comment est-ce qu'on remplace la machine à café chez les guides. C'est pas évident. Et en fait, les guides, ils l'ont trouvé tout seuls. Ça, ils ont commencé à communiquer avec des réseaux WhatsApp. Il y a eu Messenger, il y a eu plein de choses comme ça. Et WhatsApp, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Et ils se sont regroupés par vallée, par petits bureaux pour échanger sur des situations dangereuses, sur tiens, on se regroupe pour un taxi, plein de choses comme ça. Et puis ça fait 3-4 ans que ça marche assez bien. Et puis depuis l'année dernière, il y a l'application Grims qui a été créée par un guide, mais ça Dorian il en parlera bien tout à l'heure, qui a été faite un peu pour regrouper ces réseaux de discussion. Et qu'est-ce qu'on a fait de nouveau là depuis l'année dernière, parce que j'en ai déjà parlé de ces réseaux WhatsApp. Cette année, on a fait une charte en fait pour utiliser ces réseaux un petit peu mieux, pour les cadrer un petit peu mieux. Une charte que chaque groupe peut, s'il le veut, se caler dessus pour s'en servir. Et en fait, qu'est-ce qu'on a mis dans cette charte? En fait, à la base, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'infos différentes. Et du coup, dans cette charte, on conseille déjà de faire 2 groupes WhatsApp par petite région, par petite vallée ou autre. Et 2 groupes parce qu'on a besoin d'un groupe très factuel qui n'échange des informations que sur des risques, que sur des dangers. Et un autre groupe qui sert à la discussion, à plein de choses. Parce que si on mélange les deux, ça fait trop de bazar. En fait, on s'y perd. Et il y a beaucoup de guides qui se désinscrivent, qui s'en vont parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir 50 messages par jour. Du coup, ces groupes vraiment sécurité, c'est sur ceux-là qu'on s'est basé sur cette charte. Et en fait, ils servent à partager de l'information, mais ils servent à les partager pour anticiper des périodes qui peuvent être dangereuses, comme pour les avalanches ou les chutes de pierres. Ils peuvent aussi servir à identifier des zones dangereuses, encore les chutes de pierres ou des chutes de sérac. Par exemple, en ce moment, j'ai vu des séracs tomber à tel endroit, etc. Donc ça sert vraiment à identifier localement et dans le temps des zones dangereuses pour permettre au plus grand nombre, en fait, quasiment en temps réel, d'être au courant et de pouvoir les éviter. Voilà. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, cette application WhatsApp, on reçoit un SMS, on reçoit comme un SMS sur le téléphone, c'est en instantané. Ça marche mieux que les SMS parce que quand il y a très peu de réseau, ça passe quand même un peu. Donc c'est assez performant pour ça. Et là, aujourd'hui, tous les guides ont un téléphone dans la poche quasiment quand ils travaillent. Donc c'est très facile d'échanger de l'information là-dessus. Voilà. Dans cette charte, qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? On demande aux guides à ce qu'ils échangent des informations de façon factuelle. Ça, c'est très important parce que trop souvent, on voit des guides échanger, on a de tout en fait. Et sur une charte où il y a des risques, un guide qui va dire ah, c'était monstre bon, c'est cool, mais ça n'apporte pas grand-chose comme info sur le danger en fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'échanger quelque chose de factuel. Donc par exemple, là j'ai vu une avalanche. Au mieux, on prend même une photo, on met l'avalanche, on met le nom de l'endroit où on dit quelle date elle est partie, si on a l'info. Ou là j'ai vu des chutes de pierres, etc. Donc ça, c'est des infos factuelles qui sont vraiment utiles, qui ne polluent pas une liste de diffusion, qui ne donnent pas 1 million de messages, mais qui donnent vraiment ce qu'il faut pour prendre ses décisions. On demande aussi aux guides de se contenter de la zone géographique dans laquelle ils sont. Ça, c'est dans cette charte. On a mis ça parce qu'en fait, on se rend compte que dans l'hiver, on skie, on échange des informations sur ce qui se passe là dans notre vallée, c'est très bien. Et puis au printemps, on part un coup en Suisse, un coup en Italie, on va faire des ski rando un peu partout. Et puis on commence à mettre les photos où on skie, on va mettre des infos un peu partout. Et du coup, il y a trop d'infos pour une zone géographique qui n'est pas précisément pour ça. Du coup, ça ne marche pas bien. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Là encore, Grims, dont tu parleras tout à l'heure, permet d'échanger et de voir ce qui se passe dans les autres groupes WhatsApp. Et en plus de ça, depuis l'hiver dernier, on a essayé de créer un groupe WhatsApp Norvège. Il y a beaucoup de guides qui vont faire du ski de rando en Norvège en fin de saison d'hiver.
Et ce groupe Norvège, en fait, il a permis aux guides qui vont là-bas de pouvoir prendre des informations et puis de se renseigner sur les situations dangereuses, sur des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, bien sûr, tant que les guides mettent des infos factuelles. Et puis, ça a servi à d'autres choses, ces groupes WhatsApp. C'était pas vraiment fait pour ça au début, mais en fait, ça a servi à d'autres choses. Par exemple, trouver du monde très rapidement. S'il y a une avalanche d'une station qu'il faut sonder, ou très récemment, là, début novembre, mi-novembre, il y a eu quelqu'un qui s'est perdu aux Arcs, et en quelques dizaines de minutes, ils ont trouvé un gros paquet de guides pour aller faire des recherches. Voilà, ça peut très bien servir à ça, et ça marche très très bien. Enfin, ça a montré son efficacité plusieurs fois, et ça fonctionne. Ça permet de trouver du monde très rapidement. Et une dernière chose qu'il y a dans cette charte, je mets un tout petit point sur le côté juridique, parce qu'en fait, prendre de l'information, c'est génial, c'est superbe, et puis montrer qu'on prend de l'information, ça peut éventuellement pas nous couvrir, mais montrer qu'on a essayé de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour que la course se déroule le mieux possible. Par contre, avoir de l'info et ne pas en tenir compte, c'est mauvais. C'est mauvais pour les pros, et du coup, j'insiste un petit peu sur ce fait-là, qu'on a des outils qui nous permettent d'échanger, d'avoir de l'information, il faut l'utiliser, il ne faut juste pas ne pas s'en servir, parce que ça peut se retourner contre nous. Voilà. On est de cette petite charte qui a été proposée à certains groupes WhatsApp. J'espère que la plupart y adhéreront, ou en tout cas, s'ils ont des choses à revoir, elle peut évoluer encore, cette charte. Là, je vous ai les décrit dans les grandes lignes. Et puis, par contre, sur ces groupes, on rencontre quelques petits problèmes. J'en ai identifié deux. Le premier, j'en ai parlé un petit peu. Le premier problème, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui mettent des infos qui sont soit pas factuelles, soit déplacées dans ces groupes-là. Et c'est quand même vraiment dommage. Donc là, ceux qui sont dans la salle, ceux qui participent à ces groupes, je vous demande vraiment de jouer le jeu et de mettre des bonnes infos là-dessus, parce que c'est très important. Une bonne info, c'est vraiment dire, c'est une photo de ce qui se passe. Et c'est pas faire un commentaire, surtout pas un commentaire ou donner son ressenti, c'est pas ça. C'est une info factuelle, une bonne info. Et puis, l'autre chose qu'on remarque, c'est qu'en fait, les guides, je sais pas s'ils sont timides ou s'ils cachent les infos, mais on manque cruellement d'informations. C'est-à-dire qu'il y a des infos, mais sur un groupe de 150 personnes, c'est les 5-6 mêmes personnes qui partagent des infos. Les autres, bon, c'est bien, ils s'en servent, ils prennent des infos, mais ils n'en donnent pas beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne regardent pas ce qui se passe autour d'eux en montagne ou qu'ils ne veulent pas en donner, mais pour qu'un groupe comme ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait un bon partage d'infos. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur ces groupes de discussion, voilà où on en est, et puis j'espère que ça va continuer à évoluer dans le bon sens. Voilà, bonne journée à tous. Merci. Donc c'est à François. Donc un grand merci à Greg qui a bien présenté un outil nouveau. Je pense que on va parler des évolutions climatiques. Je crois que c'est un des thèmes qui va être abordé ou qui est actuellement au cœur des débats. Mais disposer des nouvelles technologies, c'est aussi des évolutions importantes et ça va en tirer parti. C'est quand même un sacré outil quand on peut pointer, comme a montré Alain, là, directement à son téléphone l'endroit où il y a eu l'accident avec juste une puce et que je l'ai pas utilisé, mais ça a l'air d'être simple, donc il faudra que j'essaye. On va laisser la parole aux bonnes pratiques et donc François, à vous. Donc depuis l'année dernière, bonjour à tous déjà et à toutes, on a mis en place avec le SNGM une charte qu'on va dire de bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, c'est bien sûr un système ouvert, un système qui évolue, mais qui permet de rappeler ce que le guide, dans l'exercice de son métier, va être amené à faire pour justement, Alain nous a parlé des accidents, pour justement éviter l'accident. Donc cette charte de bonne pratique, elle a rien elle n'est pas contraignante, c'est simplement pour montrer que le guide et le professionnel se prend en main pour éviter d'arriver à la situation que nous a rappelé en entrée Alain, de l'accident mortel. Hier, on a entendu Brigitte, qui a été 22 ans secrétaire du syndicat, qui nous a fait rappeler le chiffre de 100 personnes, 100 veuves de guides qu'elle avait accompagnées au cours de 22 ans d'exercice. Donc c'est une situation en fait dont la profession était consciente, la profession qui était issue d'une culture du secret, comme nous l'a dit tout à l'heure Alain. On a décidé de réagir par cette rédaction et cette mise en place des bonnes pratiques. Donc mettre en place des bonnes pratiques, c'est bien.
Après, ce qu'il faut, c'est que le guide essaye de les appliquer, de coller à ces bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, elles sont appelées à évoluer dans le temps, du fait notamment de l'évolution climatique, du réchauffement climatique et l'évolution rapide des conditions en montagne, qui fait que ça reste un chantier en cours sur lequel on réfléchit et qu'on enseigne, nous, à la formation initiale, qu'on met en place. Donc, en tant que formateur, on se réunit chaque année, on a plusieurs semaines de coordination pour retravailler sur ces bonnes pratiques, sur les enseignements qu'on va transmettre, qui vont coller et qui vont permettre aux guides, aux jeunes guides, de prendre en charge, de s'approprier ces bonnes pratiques. Certains ont pu penser que c'était un outil contraignant. Oui, c'est sûr que par rapport à ce qu'on pourrait dire une liberté, le fameux mythe de la liberté lorsque l'on est amateur, ça apportait des limites. Mais justement, c'est pouvoir œuvrer et travailler dans ces limites qui fait qu'on exerce pleinement son rôle de professionnel. Donc, pour rassurer ceux qui pourraient être inquiets par rapport à ces bonnes pratiques, ça n'a rien de... C'est au contraire montrer qu'on est une profession mature, en marche, ou en grimpant. Allez, voilà. Celle-là, elle est faite. Et que, de toute façon, on s'approprie la sécurité et qu'on ne laisse pas ça, justement, à d'autres personnes, voire la justice, nous imposer ce que l'on doit faire. Donc, et en tant qu'à la formation initiale, puisque c'est là que tout démarre, même si nos stagiaires qui viennent à l'ENSA ont déjà une pratique amateur, on se doit, nous, de transmettre ces bonnes pratiques. Et on a... alors, les bonnes pratiques, elles ont émergé, on va dire, suite aux assises de l'année dernière. Mais nous, au sein de l'établissement, on a mis en place une semaine supplémentaire de formation qu'on appelle dans notre jargon la semaine 5. En fait, elle est dans l'arrêté qui régit le DE, elle s'appelle environnement professionnel. Et c'est une semaine qui a trait plus seulement à la technique, bien sûr la part technique de l'activité est très importante, mais qui aussi concerne énormément ce qu'on appelle tout à l'heure, donc Alain a parlé de biais cognitifs, donc qui concerne les compétences douces ou soft skills, de façon à... Alors en une semaine, on ne va pas tout traiter, simplement on informe nos stagiaires sous forme de table ronde. Qui plus est, c'est une semaine qui est pas évaluée, donc qui permet aux stagiaires de se sentir plus libérés sur tout ce qui concerne notamment les bonnes pratiques, mais la gestion au stress, etc. Et c'est un réel apport sur la formation initiale. C'est une semaine supplémentaire. On pourrait en mettre 4 en plus, ça poserait aucun problème. Et qui apporte beaucoup d'événements nouveaux sur la formation initiale et qui permettra à terme, nous le souhaitons, donc de contribuer à l'effort collectif qu'on voit déjà, qu'on a vu à travers les groupes WhatsApp, la mise en place des groupes WhatsApp, la vigilance encadrée sur laquelle on a travaillé avec Alain, donc de diminuer l'accidentologie, le taux de sinistralité, d'accidentalité en fait de notre profession de guide de haute montagne. Parce que c'est pas tabou de dire qu'en France, on a quand même un problème avec le taux d'accident. Donc tout ça pour dire que on participe forcément, bien entendu, à ces bonnes pratiques, à la rédaction de ces bonnes pratiques. On y a contribué en partenariat avec notre partenaire privilégié qui est le SNGM pour
faire en sorte qu'on n'arrivera peut-être pas à un taux d'accident zéro, mais qu'on diminue notablement ce taux d'accidentalité. Voilà. Un très grand merci à François. Et ce qui avait été bien dit à Nice, c'est un des thèmes de la journée, c'est l'autorégulation. Ne laissez jamais votre profession, ça c'est personnel, régulée par des personnes, je l'ai chahuté de mieux, mais des énarques parisiens spécialistes de Corneille qui ne connaissent pas la montagne. C'est pas eux de rédiger la réglementation de la montagne. C'est à vous de le rédiger. Et les bonnes pratiques font partie un peu de l'ensemble du dispositif écrit qui permet de former, de réguler. Mais la formation, c'est une formation initiale, ce que vient de dire François, mais aussi la formation continue. Et je vais laisser la parole à Didier. Voilà, oui, donc je vais un petit peu m'exprimer en complément et du propos de François, parce qu'on a effectivement, nous, au niveau du syndicat, un outil majeur qui est la formation continue. Dans cette formation continue, j'inclurai le recyclage. En fait, historiquement, c'est les guides qui ont demandé, c'est le syndicat des guides qui a demandé ce recyclage obligatoire. Donc je le rappelle, c'est 3 jours de recyclage sur 6 ans, donc qui depuis le début en fait ont une forme 3 jours regroupés, une année pendant ces 6 ans. Bon, ça pourrait avoir d'autres formes, mais c'est la forme qui a été jugée la plus efficace jusque-là. Ce recyclage, j'allais dire, il a été une chance déjà, une première prise de conscience pour nous et aussi une occasion de se former à ces notions de formation et de quels enjeux en fait quels enjeux pour ce recyclage. Ce qui fait qu'on a eu une mobilisation donc, au départ, une fois que le syndicat a obtenu ce recyclage obligatoire, d'un certain nombre d'entre nous qui se sont mobilisés sur les contenus et sur les enjeux, notamment sur la gestion du risque. Donc, c'est maintenant, donc aujourd'hui, je le dis pour donc un certain nombre qui ne sont pas forcément au fait de nos affaires internes, on va dire. Aujourd'hui, ce recyclage n'est plus assuré par le syndicat, puisqu'on avait une espèce de délégation de service public de la part de l'École nationale. Aujourd'hui, c'est l'École nationale qui assure le recyclage. Mais ce que l'on a gardé de ça, c'est bien sûr de travailler avec l'École nationale pour donc les contenus, mais surtout aussi d'avoir au sein du syndicat un certain nombre d'entre nous qui sont très experts, on va dire, sur cette réflexion, et notamment sur la gestion du risque dont on parle aujourd'hui. Et j'allais dire ça, c'est parce qu'eux aussi se sont donc formés et grâce, j'allais dire, à des échanges internes, mais aussi avec l'apport d'experts extérieurs. C'est ce qui a permis d'aboutir au contenu actuel du recyclage qui va se terminer dans 1 an. Et pour le prochain recyclage, nous, nos syndicats seront aussi très actifs, très proactifs pour travailler avec l'école sur les futurs contenus. Voilà. Maintenant, l'essentiel de mon propos, il va surtout porter sur ce qu'on appelle la formation non obligatoire. Donc, il y a ces 3 jours de formation obligatoire tous les 6 ans, mais il y a aussi la formation non obligatoire. Et celle-là, j'allais dire, c'est par l'incitation qu'on doit pouvoir la mettre en œuvre et toucher les guides. Les assises de Nice, donc l'année dernière, ont conclu en fait que cette formation continue était un levier essentiel pour changer les comportements et agir sur l'accidentalité. Ce qui a été conclu au niveau du plan d'action, c'est d'augmenter massivement cette formation continue et de l'articuler du mieux possible avec ce qui a fait le propos de notre ami Alain tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces enseignements qu'on doit tirer, qu'il est impératif de tirer des accidents. Parce que, en fait, voilà, on veut réduire l'accidentalité. Pourquoi il y a des accidents et comment agir pour éviter ces accidents sur les comportements. À partir de là, on a un sacré défi parce que, bon, aujourd'hui, la formation continue, c'est finalement quand même, ça touche peu de choses. Enfin, quand elle n'est pas obligatoire, elle touche peu de monde. On va y revenir tout à l'heure.
quels sont nos atouts actuellement? Je l'ai dit, notre premier atout, c'est d'avoir des guides formateurs, des guides experts en ingénierie de formation qui nous ont déjà beaucoup aidés et qui vont nous aider pour imaginer des contenus. Ça, c'est déjà une grande force. L'autre chose, c'est que, j'allais dire, à l'occasion des assises, on a fait un sondage et on s'est rendu compte que les mentalités évoluent. Et aujourd'hui, je pense que le sondage, il a touché 40% des guides actifs, on va dire. Et on a vu que là-dessus, sur ces réponses, 80% des guides étaient favorables à se former régulièrement. Et pratiquement, donc, que l'objectif d'une formation d'un jour par an, qu'on aimerait se donner donc, à une échéance 2023, c'est un petit peu comme ça qu'on a voulu quantifier cet objectif d'augmentation significative de la formation continue. On s'est dit, qu'est-ce que ça peut être? On pourrait se donner l'objectif d'ici 2023 que tous les guides se forment un jour par an, en sachant que l'année du recyclage, c'est effectivement une journée, mais les autres années, c'est au moins une journée. C'est un objectif ambitieux. Mais aujourd'hui, donc je le disais, on a ces atouts donc d'avoir les experts. On a aussi l'atout d'avoir un opérateur en formation qui fonctionne, qui est j'allais dire, financièrement sain et qui peut on sait organiser des stages puisqu'on a organisé le recyclage avant de le remettre, j'allais dire, de le redonner à l'ENSA qui nous avait délégué cette mise en œuvre. Donc on a cet opérateur qui fonctionne et surtout aussi, d'ailleurs, je le précise, on a en face de nous, pour nous aider sur le côté pratique et administratif, un fonds de formation qui est un véritable partenaire et qui nous aide à financer les ingénieries de formation et qui nous aide à faciliter tout ce qui est administratif et financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un guide ne se formera pas parce que c'est compliqué administrativement, parce qu'il faut sortir des sommes d'argent importantes. Tout ça a été facilité. Donc ça permet, le terrain est bien nettoyé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à proposer des choses pertinentes, donc bien articulées avec les retours d'expérience, et comment fait-on pour aussi arriver à ce que les guides, passer d'aujourd'hui, on va dire, allez, on a 150 guides, 150 journées de formation guide. C'est même pas 150 guides parce qu'en fait, on se rend compte que c'est toujours les mêmes qui se forment sur plusieurs sujets. Donc, on va retrouver les mêmes en risque hivernal, les mêmes voilà. Donc, on retrouve un peu les mêmes. Comment passer de là à l'ensemble des guides qui se forment un jour par semaine? Il y a vraiment un jour par an. Il y a vraiment un écart important à franchir. Aujourd'hui, on a déjà quand même une sensibilisation, ça c'est une chance aussi, c'est encore un atout dont je pourrais parler, d'avoir des compagnies de guides qui sont pour la plupart sensibilisées aux formations. Ça fait très longtemps que la compagnie de Chamonix, compagnie de Saint-Gervais, de la Vanoise, des Écrins, organisent des formations, sont intéressés par la formation, mais en fin de compte, allez, on va doubler, disons que s'il y a la moitié des gens qui se forment par les formations qu'on organise à Priam, l'autre moitié au niveau des compagnies, mais ça fait jamais qu'au total une poignée de guides par rapport à la totalité. Donc on a cet enjeu, on s'est dit pour ça il faut passer par du local parce qu'on voit bien que c'est pas c'est pas par des discours, c'est vraiment par un effet d'entraînement, une dynamique, un effet de proximité. C'est des collègues, c'est au niveau des bureaux des guides, au niveau des compagnies, des structures, de tout ce qui peut, j'allais dire, avoir un effet d'entraînement qu'il faut agir. Donc l'idée, c'est d'arriver à constituer, ça va être notre première action, d'arriver à constituer ce noyau ce noyau moteur avec localement donc des relais, des référents formation qui vont travailler avec nous et qui vont aussi s'imprégner de toute cette matière dont parlait Alain et de voir aussi comment à partir de cette matière, on peut faire passer les choses et le transformer en contenu de formation.
Genre, ça c'est un dispositif, c'est vraiment notre défi de mettre en place ce dispositif-là. Voilà. Ça va être l'essentiel, j'allais dire, et je ne sais pas si on peut développer certainement encore d'autres choses, mais je pense que c'est vraiment là-dessus. Ah oui, et puis quand même un autre volet qui est la formation à distance, mais là, j'allais dire, on y va avec prudence, c'est très cher. On y va avec prudence et pour travailler avec d'autres professions, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas toujours des retours évidents. Donc la formation à distance, on teste, on y va y aller sur certains modules et on va voir ce que ça donne. Ça sera le complément du local, de la dynamique, de l'entraînement et puis de modules de formation à distance. Un grand merci donc à la formation à Didier. Alors sur la formation, je vais en parler 2 secondes en tant que directeur d'école. On est tous, enfin je vous dis à nos élèves, on est tous acteurs de sa formation. Donc vous êtes là de participer aujourd'hui, ça fait partie aussi de la formation. Donc c'est une journée que vous prenez pour réfléchir ensemble sur votre profession, ça fait partie de la formation. Tout sur Internet, c'est pas possible. Donc la formation est multiple. On apprend à travers des courses, on apprend à travers des bouquins, on apprend à travers avec des échanges. Mais une formation en présentiel, ce qui est intéressant, et tous les profs le diront de la maternelle, enfin, je ne sais pas de la maternelle, mais dans toutes les classes, un niveau de classe monte parce qu'on est acteur de la formation. C'est dans le sens où on contribue à la formation en tant qu'élève. Il y a des échanges qui ont eu bien sûr entre l'enseignant et l'élève, mais il y a de l'élève à l'enseignant. Il y a également des échanges, mais il y a aussi tout ce qu'on apprend dans un échange en présentiel entre élèves. Et ça, donc on est tous responsables de la formation, et ça, il ne faut jamais l'oublier quand on participe à des actions de formation continue. Alors tout ça pour parler qu'il y a la formation, on a parlé de bonnes pratiques, mais on va laisser la place à Dorian qui va nous parler, entre autres, des usages locaux et de Grims. À toi, Dorian. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans ce plan d'action de Nice, il y a eu tous les éléments dont il a déjà été question. Il y a un gros travail qui a été mené cette année de réflexion de comment est-ce qu'on peut aussi faciliter l'accès à l'information et faciliter le partage de l'information entre professionnels. On voit qu'on est dans une société où il y a énormément d'informations qui circulent. C'est pas toujours facile de faire le tri. Donc il y a un premier travail qui a été fait pour faciliter l'accès et le partage des informations pour le guide autour notamment de tout ce qui est prévision météo et accès au groupe WhatsApp. Donc là, il y a une initiative qui a été très intéressante de la part d'un guide individuel. Et là, je pense que ça permet aussi de voir qu'on n'est pas forcément toujours dépendant des experts et que les initiatives individuelles, quand qu'il y a une créativité, elles peuvent amener à des solutions qui sont très intéressantes. Donc il y a un jeune guide qui s'appelle Benjamin Piquet en 2017 qui a créé une application. Il a créé un outil pour lui-même. Il s'est dit, de quoi j'ai besoin au quotidien de mon travail de guide comme information pour mener mon travail sur le terrain et préparer mes sorties. Et donc il a constitué une petite checklist, il s'est fait son outil informatique parce qu'il était doué là-dedans. Et cet outil, il fonctionnait bien et il s'est dit, ce serait dommage de ne pas en faire profiter les collègues. Donc il l'a proposé à l'ensemble de la communauté. Et donc en 2018, il l'avait proposé et le coût majeur de son outil, c'était l'accès au bulletin payant de Météo France. Donc comme il n'avait pas de visibilité sur les volumes, c'est difficile de négocier. Et il sortait un tarif à 285 € par an. Et à la fin de l'année, à Nice, on l'a rencontré sur le salon des guides. Et on lui a posé la question, on lui a dit, écoute, comment ça marche ton outil ? Il dit, aujourd'hui, j'ai une trentaine de guides qui ont souscrit à l'outil. Donc si dans un an, il n'y en a pas plus, j'arrête. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, de toute façon, je fais ça juste pour proposer. Voilà. Et donc on s'est dit, là il y a vraiment un outil qui est intéressant. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette phrase qu'on entendait souvent dans les refuges ou au café le matin avec les collègues qui disaient que c'est quand même incroyable que nous les guides qui ont besoin de la météo, on n'ait pas accès aux meilleurs bulletins payants de Météo France. Et là on s'est dit, là il y a quelqu'un qui allait au-delà de juste râler dans son coin, il a créé quelque chose. Donc là c'est intéressant. Donc on lui a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter l'accès au coût. Et donc on lui a proposé d'aller voir Météo France en lui disant négocie pas de manière individuelle, mais négocie pour le collectif, pour 1500 guides d'un coup. Et voyons ce que ça donne. Et donc il est revenu avec une proposition, négociée avec Météo France qui était très intéressante. Et du coup, là on a fait un choix politique fort. On a dit on va pas le proposer aux guides de manière optionnelle, sinon on va pas réussir à pérenniser le système. Incluons-le dans la politique du syndicat de réduction du risque, de faciliter l'accès à cette information et de l'offrir à tous les guides. Donc c'est ce qui a été décidé l'année dernière, ça a été mis en œuvre. Aujourd'hui, il y a 900 guides qui l'utilisent
il y a des très bons retours et on se rend compte que l'alliance de la créativité individuelle de solutions et la force du collectif en mutualisant les outils, ça peut permettre de résoudre des solutions, des problématiques fortes. Donc moi j'ai juste dit ça pour dire que pour moi c'est un exemple concret de ce que peut être l'intelligence collective, c'est-à-dire c'est pas forcément que des experts qui réfléchissent dans leur coin et qui vont trouver la solution. C'est vraiment l'alliance de l'intelligence de chacun et qui va aller au-delà du simple constat et du constat négatif, qui va aller mettre de la créativité au service de la résolution de problèmes. Donc ça c'est une première chose. Cet outil permet donc l'accès et le partage à l'information des bulletins Météo France, des bulletins d'avalanche, des groupes WhatsApp. Et en ce sens-là, ça permet de diffuser plus largement l'accès aux conditions par massif. Quand on est dans les écrins et qu'on va à Chamonix et qu'on n'est pas sur ce groupe-là, et ben, via Grims, on y a accès. Voilà. Le deuxième élément, qui pour moi est on va dire, regroupé sous un même sujet, c'est les usages locaux. Il y a un travail aujourd'hui qui est fait sur la clarification de ce qu'est un usage local et de quelle manière ça constitue un repère pour le guide ou quand est-ce que ça constitue une contrainte. Encore une fois, on est dans la logique du partage d'informations, dans le sens où quand par exemple, l'exemple typique, c'est on part de son massif de prédilection, on va soit dans un massif plus lointain en France, soit carrément à l'étranger. Et dans la préparation de son projet, le professionnel a besoin de repères pour s'appuyer, pour définir son projet. Donc, par exemple, il va aller en Suisse, en Italie, en Norvège, et il se renseigne forcément sur les usages locaux, de comment pratiquent les guides sur place. Et ça, c'est une notion qui est assez importante au niveau de l'UAGM sur le partage de cette information-là. Donc, il y a un travail assez important qui est mené aujourd'hui pour clarifier déjà à partir de quand c'est un simple repère qui nous aide dans notre projet. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même un aspect essentiel de notre métier, c'est qu'on est quand même, par notre niveau de qualification, on est des experts de notre milieu et on a la capacité d'avoir de l'autonomie décisionnelle. Donc on a besoin d'informations pour appuyer notre parcours de décision, mais avant tout, c'est quand même nous qui décidons sur le terrain. Et on doit pouvoir s'appuyer sur des repères, mais on doit pouvoir aussi expliquer, quand c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on a fait différemment. Donc déjà, c'est de connaître un usage et de pouvoir, le cas échéant, expliquer pourquoi on ne l'a pas suivi. Ça peut tout à fait être valable. Donc dans le contexte, dans le cas, c'est un simple repère. Il y a une autre dimension, c'est qu'il y a des usages locaux qui sont, on va dire, qui sont plus que des repères, qui sont vraiment des normes, des lois, et qui, dans ce cas-là, sont des contraintes qui s'imposent au guide. Et là, il y a un travail de clarification à faire pour donner la bonne information au guide. Et on va dire que, pour l'illustrer, on va dire par exemple, on a des situations qui sont contrastées d'un pays à l'autre. En France, finalement, on a assez peu de normes et on a assez peu de lois, et on va essayer de le préserver. Mais par contre, quand on se déplace, notamment dans le Val d'Aoste, eh ben, c'est important que le guide français connaisse les spécificités locales qui sont, elles, des normes qui s'imposent au guide. Par exemple, le fait qu'on ne puisse pas encadrer des cordées autonomes dans le Val d'Aoste, c'est quelque chose d'important à savoir. Et nous, au syndicat, on travaille pour essayer de clarifier tout ça, donner des repères et que le guide, ça puisse vraiment lui permettre de s'appuyer sur des repères clairs pour lui dans sa prise de décision, dans la préparation de son projet. Donc voilà, juste pour terminer, je dirais que au-delà du côté qui peut être un peu restrictif, limitatif, en fait, un des éléments qui est vraiment fort dans notre profession, c'est d'abord qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs et on a besoin d'échanger de l'information, de faciliter cet accès à l'information pour nous aider dans l'exercice de notre profession. Donc c'est pour tempérer un peu l'aspect peut-être normatif qui peut ressortir parfois des démarches. Il y a un vrai travail pour aussi préserver notre capacité d'autonomie décisionnelle sur le terrain, mais de le faire en bonne intelligence avec les collègues quand on se déplace en France ou à l'étranger. Voilà, j'ai fini mon propos. Merci. Un grand merci à Dorian qui a été très clair. Et je pense qu'une règle, quand on parle de contraintes, c'est surtout quand on doit mettre en œuvre une règle qu'on ne comprend pas.
hein, et je pense que c'est là où on parle de règles contraignantes, hein, donc, et je pense que les règles doivent venir de vous, hein, et c'est pour ça que quand il y a des règles bien sûr officielles. La règle de dire bonjour, est-ce que c'est une contrainte? Non, ça facilite la vie au quotidien, et pourtant c'est une règle de savoir-vivre qui est très utile. Voilà. Donc il y a des règles quand on ne les comprend pas, ça pose un problème. Et il y a certaines règles qui s'imposent à tous, qu'on doit appliquer, qu'on n'a pas le droit de ne pas appliquer. Et Dorian l'a très bien explicité. Voilà. Merci à Dorian. Donc il reste une dizaine de minutes. Qui veut poser des questions à nos experts et nos guides, que ce soit sur la formation? Alors, merci. Quelqu'un veut poser une question? Sur la formation, sur le retour d'expérience. Bonjour, Benoît Perronard. Je suis guide depuis quelques années sur le secteur et puis un petit peu à droite à gauche. Et j'admire tout le travail qui a été fait là sur cette prise en compte de la gestion de la sécurité et de la sécurité, tout le travail qui est fait sur la sécurité des guides. On sent vraiment qu'il y a une volonté collective de toute la profession d'améliorer tout ça. Et par contre, moi, ça fait quelques années que je me pose la question si une des solutions, ce serait parfois d'en parler peut-être un petit peu moins et d'aller se retrouver dans la zone blanche que décrivait Alain Duclos sur sa carte des avalanches. De jouer ailleurs que autour de la crevasse. À force de devenir des gestionnaires et des experts de la gestion de la sécurité, j'ai parfois le sentiment que les guides tournent autour du pot et finissent à un moment donné par s'en rapprocher, et puis ils n'ont pas vu le petit truc qui fait qu'ils passent à travers le pont de neige qui était juste là. Et parfois, si on parle de l'avalanche, si on va jouer un petit peu sur le plat, eh ben, on peut faire plein de choses sur le plat. Et on est un peu moins des experts de la gestion de la sécurité, et on vit quand même des belles choses et des belles aventures en montagne. Voilà. Donc voilà, j'ai parfois le sentiment que le guide, c'est un équilibriste qui joue sur un fil qui est quand même un petit peu tendu, et que c'est bien de se poser cette question de la sécurité, mais pour être bon là-dedans, si ça se trouve, il faudrait se former à d'autres choses, à être un bon animateur, un bon pédagogue, et à jouer sur des terrains qui sont toujours des terrains de montagne. Je ne dis pas qu'il faut apprendre seulement à jouer aux cartes et rester au refuge. Mais voilà, d'aller un petit peu aussi dans cette direction sur la formation. C'est une réflexion que je me fais depuis quelques années, et progressivement, elle me paraît de plus en plus évidente. Voilà. Un très grand merci. Et là, je parlais en tant que pilote privé. Donc, en tant que pilote privé, quand la météo est pas bonne, on peut prendre deux choses. On peut essayer de poursuivre, et avec tous les risques qui vont avec, ou tout simplement de faire ce qu'on appelle un déroutement en vol. Donc, on prend une autre route, quitte à changer de destination ou arriver à destination en une autre route, et on prend autant de plaisir. Donc, je pense que ça aussi, c'est important. C'est un petit peu l'illustration qu'on verrait en pilote privé. Voilà. Autre... Oui, Dorian veut parler. Pour aller dans le sens que Benoît a pu exposer, je pense qu'aujourd'hui, on a un travail à faire en complément de tout ce qui a déjà été fait, mais qui va être central à l'avenir. C'est de partager avec le client le projet dans sa globalité, de l'expliciter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est une population, les guides français en tout cas, de par notre culture collective, qui avons un niveau d'acceptation d'exposition au risque qui est important. Et des fois, on projette des choses sur nos clients en termes de projets qui ne sont pas toujours adaptés à leur propre perception du milieu et à leurs propres envies. Donc je pense qu'il y a un travail qui va être important, et les outils comme la vigilance encadrée, moi je le vois vraiment comme des outils de verbalisation. Et c'est-à-dire d'être sur le terrain et en amont du projet, de travailler sur la prise de conscience de quel est le projet qu'on a sur le terrain et de qu'est-ce que ça implique. Et de mesurer éventuellement l'écart qu'il peut y avoir. Peut-être que nous, on est là dans notre perception et que le client est là. Et quand on aura fait ça, ça permettra déjà de mesurer cet écart, de voir si on est dans la bonne direction, voire de le réévaluer, et puis ensuite de faire ce travail-là également sur le terrain, de vérifier qu'on est toujours en adéquation avec le projet initial, et que si on est conscient des risques, c'est une première chose, et la deuxième chose, ça va être de définir ensemble si on accepte ce niveau de risque. Et demain, je pense que ça permettra d'éviter de se retrouver avec les mauvaises personnes au mauvais endroit. Ça ne veut pas dire qu'on sera plus capable d'aller faire des grandes courses engagées avec les clients, bien au contraire,
mais ça veut dire que si on a qu'une famille qui a juste envie de passer un bon petit moment en montagne, à faire un peu de ski au milieu des arbres, et ben, qui ne se retrouve pas dans une pente à 40 degrés au-dessus des barres rocheuses. C'est peut-être caricatural ce que je dis, mais c'est quand même une partie de la réalité de ce qu'on se rend compte sur le terrain, c'est que quand on rentre le soir, et ben, des fois les clients nous disent ouf, je l'ai échappé belle, parce que moi en fait j'étais parti pour faire une bonne petite journée en montagne et en fait j'ai l'impression d'avoir fait un raid hyper engagé. Voilà, donc je pense qu'il y a un gros travail qu'on peut faire collectivement là-dessus sur la prise de conscience et le vrai partage du projet avec le client. Donc Benoît, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Donc je précise déjà que la formation initiale se passe essentiellement sur le terrain, même si on a des parties et des cours en salle. Et nous, en interne, dans l'équipe des profs, on s'est effectivement posé la question et on s'est dit effectivement qu'on avait peut-être été trop loin ou qu'on avait besoin de revenir sur le terrain. Donc, dans nos périodes de coordination ensemble, on va faire plus de terrain pour éviter de, comme tu disais, tourner autour du pot, là. Donc, pour mettre en pratique ce qu'on a déjà travaillé en salle, ce à quoi on a réfléchi, pour se reconfronter, entre guillemets, au terrain. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a en interne au sein de l'école et qu'on va appliquer dès la semaine prochaine, où on va être en semaine de coordination pour la préparation de la saison hivernale. Et pour rebondir sur ce que disait Dorian, c'est effectivement aussi une réflexion que l'on a, c'est la co-construction du projet avec le client. Associer le client dans la construction du projet, voire même dans nos prises de décision. Y compris, c'est une piste. Il faut savoir que les clients qu'on emmène, ils ne sont pas plus idiots, parfois plus intelligents que nous, mais ils peuvent avoir un regard, ils apportent un regard extérieur et ils peuvent avoir un avis à donner, quelque chose à nous dire. Et nous, on doit, en tant que professionnels, on doit savoir l'entendre et l'écouter. Donc on est dans ces réflexions pour rebondir sur ce que tu disais, aller sur le terrain. Bien, écoutez, si on veut que l'avion se pose à l'heure, il nous reste 2 minutes. Je vais passer la parole à Alain pour conclure ou à quelqu'un d'autre dans la salle. En même temps, allez-y. Et puis ce sera la dernière question. C'est la dernière question. Si on veut que les tables rondes puissent se suivre. Bonjour, Nathalie Hagenuller, je suis guide de haute montagne et je suis aussi professeure d'éducation physique, donc je suis aussi dans la transmission, dans la notion de valeur. On parle d'aller-retour et de préparation avec le client. Je crois que personne n'occulte cette partie du travail, qui est une partie en amont qui nous demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'aller-retour, soit au téléphone, soit des sorties préparatoires. Je pense qu'il y a une notion de confiance qui est fondamentale, donc ça c'est un des préalables. Mais je pense aussi qu'avec l'évolution des mentalités et notre société actuelle, il y a aussi une notion d'engagement à la part, bien sûr, de la nôtre, mais aussi de la part du client. Et je pense qu'on assiste, heureusement rarement, mais ça existe, hein, à des retournements de situation où quand le client ne se voit pas tout de suite satisfait, voire annule le contrat oral qui avait été passé entre le guide et donc lui-même. Donc je voudrais que... Bon, je sais qu'il y aura une réflexion cet après-midi sur l'alpinisme comme... classé comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je ne sais pas si ça peut faire avancer notre visibilité, en tout cas, ou si ça va servir simplement à une promotion touristique, mais il y a quand même, au fond, une notion de valeur transmise. Et je pense qu'il faut qu'on travaille longtemps et régulièrement à ce niveau-là, et ceci en préparation de la course. Parce que
on a un rêve tous, et le client aussi, mais il y a des préalables. Mais ce rêve, il y a des étapes. Et quand on décide d'arrêter parce que le Mont Blanc, par exemple, c'est trop loin, trop long, trop haut, et puis peut-être trop dangereux, voilà, comment est-ce qu'on a présenté son projet, mais aussi quand on a facilité, nous, pour permettre aux gens d'accéder à ce but final. Je cite le Mont Blanc, mais on pourrait citer n'importe quelle course. C'est vraiment cette notion d'engagement de la part des deux parties. Bien, un très grand merci pour ce magnifique intervention qui clôt. Et je crois que pour rebondir, vous êtes effectivement, je ne sais plus si c'est marqué passeur d'émotions, mais je crois aussi c'est le partage d'émotions avec le client. Voilà. Un très grand merci. Et puis on va laisser la parole à la table ronde suivante.